Bonjour. Troisième vidéo sur le livre d'Étienne Chouard, Notre cause commune. Et dans cette vidéo, je vais parler de la constituante. Alors, Étienne Chouard, sur la constituante, fait deux points. Le premier, c'est qu'il faut une constituante pour écrire une nouvelle constitution. Et le deuxième point, c'est que cette constituante doit être tirée au sort et non pas désignée par l'élection. Alors sur le deuxième point, je suis d'accord avec Étienne Chouard. Effectivement, s'il y a une constituante, c'est important qu'elle soit tirée au sort plutôt qu'élue, parce que si elle est censée faire la constitution qui donne un certain pouvoir aux élus, mais qui limite aussi ce pouvoir, eh bien c'est important que ce ne soit pas fait par l'élection où c'est les partis qui vont amener leurs candidats, ces mêmes partis qui, de l'autre côté, ont les élus, dont il s'agit de limiter le pouvoir. S'il y a une constituante, ces membres doivent être tirés au sort. Par contre, je suis plus sceptique sur le premier point, à savoir qu'il faut une assemblée constituante. Ce que je dirais, c'est qu'il ne devrait pas y avoir d'assemblée constituante dans une démocratie. Donc vous avez bien entendu, dans une démocratie, il ne devrait pas y avoir d'assemblée constituante. Parce que dans une démocratie, c'est le peuple lui-même, en entier, qui devrait être l'assemblée constituante. Et il ne devrait pas y avoir simplement des représentants, qu'ils soient désignés au sort ou par l'élection, qui constituent une assemblée constituante. La raison, c'est parce que ensuite, que lorsque l'Assemblée constituante aura fait sa constitution, il va, j'espère bien, soumettre cette constitution en votation populaire, ça c'est quand même la moindre des choses. Mais même s'il fait ça, ça reste pas très démocratique parce qu'il n'y a pas unité de matière. Si vous avez une constitution, il y a plein de sujets dans une constitution et si vous soumettez ça en votation populaire, le peuple ne peut dire que oui ou non à cette constitution, donc donner une seule réponse, alors qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées dans une constitution entière. Et c'est pour ça que, avec le référendum d'initiative citoyenne, c'est en toute matière, mais c'est avec unité de matière, c'est-à-dire que chaque question doit être sur un sujet précis, sur lequel le peuple peut dire oui ou non sur un sujet précis, mais pas devoir répondre par une seule réponse à 36 000 questions. Donc ça, c'est mon problème avec la constituante. Ce que je propose plutôt, c'est que, évidemment, le citoyen doit être constituant et il doit pouvoir modifier la constitution. Le cœur du RIC, c'est que le peuple et uniquement le peuple puisse modifier la constitution. Donc uniquement le peuple, ça veut dire que si les élus veulent modifier la constitution, ils doivent obligatoirement soumettre leur projet de constitution en votation populaire. Donc c'est que le peuple qui peut finalement modifier la constitution. Et puis le peuple peut le faire, il peut aussi prendre l'initiative. Donc le RIC doit permettre à des citoyens de réunir des signatures pour soumettre en votation populaire une proposition de modification de la Constitution, toujours donc sur un point précis avec unité de matière. Donc je pense que la Constitution, dans une démocratie, elle doit être modifiée point par point avec unité de matière par des référendums. En résumé, je suis pour le RIC et contre les constituantes, dans une démocratie. Mais la France, comme vous le savez, n'est pas une démocratie et la question est de savoir si pour la transition, quand la France deviendrait une démocratie, est-ce que là, ça pourrait être légitime d'avoir une constituante? Et il y a un bon argument de légitimité qui est de dire qu'il n'y a pas de raison de prendre en France la constitution de Gaulle. On aura comme une meilleure base de départ si on fait une nouvelle constitution qui est rédigée par une constituante dont les membres seront désignés par le sort. Ça, c'est un argument tout à fait valable pour une constituante unique au moment de la transition. Au moment où la France devient une démocratie, vous remplacez l'ancienne constitution par une nouvelle qui est écrite par une constituante tirée au sort. Mais bien que je reconnaisse que ce soit un bon argument, j'ai quand même de fortes réticences par rapport à ça, parce que ça revient quand même à
inaugurer la démocratie en faisant quelque chose qui ne devrait en principe pas être là dans une démocratie. Et aussi parce que, au fond, quand vous faites une constituante, vous donnez à quelques représentants, enfin, ça peut être une assemblée assez grande, mais disons quelques centaines de représentants, la tâche de réviser toute la Constitution. Donc, quelques représentants s'occupent de toute la Constitution. Et l'alternative, c'est d'avoir tous les citoyens qui s'occupent de quelques articles de la Constitution. Et ça me paraît préférable du point de vue simplement pédagogique et aussi du point de vue de prise de conscience de sa citoyenneté. Ça me paraît préférable que tous les citoyens modifient la Constitution un article après l'autre par des référendums d'initiative que d'avoir une constituante où il y a simplement quelques centaines de citoyens qui vont modifier toute la Constitution, même si à la fin, cette nouvelle Constitution sera soumise en votation populaire. Donc ça, c'est une deuxième raison de mes réticences. Et la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que c'est possible de tirer le meilleur des deux options? C'est-à-dire, parce que, effectivement, la chose qui plaît, je pense, aux partisans d'une assemblée constituante, c'est le fait de pouvoir discuter, d'avoir ces quelques centaines de constituants qui vont pouvoir discuter sur chaque mot de la Constitution, qu'ils vont rédiger ensemble. Et là, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec des référendums d'initiative citoyenne parce que bon, vous allez soumettre au vote point par point avec une unité de matière, et vous n'allez pas pouvoir soumettre au vote mot par mot. Donc il y a cette granularité que vous avez dans l'Assemblée constituante, mais que vous n'avez pas dans le RIC. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un système qui permettrait conserver la granularité de la constituante, mais qui évite cette situation où le peuple doit simplement dire oui ou non à toute la Constitution. Ce que je soumets à votre réflexion, ce serait la suivante. Ce serait de dire, il n'y a qu'une seule façon de modifier la Constitution, c'est en passant par un référendum obligatoire si c'est une proposition qui vient des élus, soit un référendum d'initiative citoyenne si c'est une proposition qui vient des citoyens. Et ça doit être un sujet avec unité de matière. Donc, grosso modo, je ne sais pas si c'est article par article, mais c'est en tout cas matière par matière. Et donc, ce principe-là, que la Constitution se modifie uniquement par des votations populaires satisfaisant le principe d'unité de matière. Et puis, d'autre part, il y aurait une assemblée de propositions constitutionnelles, je ne vais pas l'appeler assemblée constituante pour éviter toute confusion, une assemblée de propositions constitutionnelles qui serait tirée au sort et dont le rôle serait de justement faire des propositions à soumettre en votation populaire par référendum. Et cette assemblée populaire, elle n'aurait pas de droit particulier, c'est-à-dire qu'elle devrait rentrer dans cette procédure de référendum de la même façon que si n'importe quel groupe de citoyens voulait proposer une modification de la Constitution. Donc il devrait aussi réunir des signatures et ensuite ça serait soumis en votation populaire s'ils ont réuni le nombre requis de signatures. Aucun passe-droit, disons. Par contre, comme ce serait une assemblée tirée au sort, avec plusieurs centaines de participants, on pourrait imaginer qu'elle est quand même très représentative des citoyens en général. Et donc, le travail qu'eux font dans cette assemblée, des propositions qu'ils vont faire, ils vont proposer de modifier la Constitution sur un point, puis après sur un autre point, etc. Pas rédiger une nouvelle Constitution, mais amener des propositions de modification de la Constitution existante.
eh bien, on pourrait imaginer que les chances de succès des propositions de cette Assemblée soient vraiment énormes, puisqu'elle est, par construction même, très représentative de la population. Et j'ai l'impression qu'avec ce système-là, on aurait les deux avantages en même temps, c'est-à-dire que les propositions de cette Assemblée auraient cette granularité, auraient été ainsi construites en discutant mot après mot, en rédigeant mot après mot ces propositions. Et puis, comme elles seraient soumises selon le principe d'unité de matière, eh bien le peuple aurait toujours le dernier mot, cette possibilité de dire oui ou non à une proposition précise avec unité de matière. On m'objectera que la constitution existante, celle de la Ve République, elle a été soumise au peuple en votation populaire par De Gaulle, et le peuple avait juste le droit de dire s'il préférait celle de la Ve à celle qu'il y avait avant. Donc il n'était pas forcément d'accord avec chaque point de cette constitution. Et puis en plus, ça a été soumis au vote il y a vraiment très longtemps. On peut s'attendre à ce que cette constitution de la Ve République soit actuellement très éloignée de ce que veulent les citoyens. Et que par conséquent, il y aura énormément de propositions de modification. Et si on passe par le référendum, ça va faire énormément de référendums. Et qu'il vaut mieux, pour cette raison, passer par une assemblée constituante qui pourra effectuer toutes ces modifications plus facilement. Ce que je propose, c'est de commencer avec un nombre élevé de signatures requises. De commencer par exemple avec 10%, comme il y a pour l'initiative dite partagée qui existe actuellement, donc 10% du corps électoral. Donc ça, c'est beaucoup. Et puis, avec l'idée que au début, c'est 10%, puis ensuite, ça diminuerait graduellement pour arriver à, disons, à 2%, comme il y a en Suisse. Et il y a deux avantages à procéder comme ça. Le premier, c'est que, eh bien, au début, les premiers sujets qui seraient soumis en votation, c'est ceux qui ont récolté vraiment beaucoup de signatures. Donc, on commencerait par voter sur les sujets qui préoccupent vraiment beaucoup de monde. Donc, on commencerait par les sujets les plus importants. Donc, il y aurait peut-être une avalanche, mais cette avalanche, elle serait structurée en commençant par les sujets les plus préoccupants. Donc, ça, c'est un intérêt. Et puis le deuxième intérêt, c'est que on pourrait avoir défini ce chemin, donc s'il n'y a pas de décision contraire, on commencerait à 10%, et puis au bout d'un certain temps, on finirait à 2%. Mais si au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il y a trop de votations, parce que finalement, il faut calibrer ce nombre de signatures requises, de sorte à ce qu'il y ait un nombre de votations annuelles qui correspond à ce que les gens sont prêts à avoir. Et dès qu'il y a, disons, par exemple, 5% de signatures requises, on voit qu'on a déjà la limite, et bien on peut dire des citoyens peuvent réunir des signatures pour soumettre en votation populaire l'idée de s'arrêter à 5% et de ne pas descendre jusqu'à 2%. Donc ça serait cette façon de descendre, c'est aussi une façon de trouver expérimentalement quel est le nombre requis de signatures qui est souhaitable pour la France. Donc ça c'est encore un petit bonus de cette procédure, dont le but principal est quand même par rapport à cette avalanche de référendums, de commencer par celles qui préoccupent le plus de citoyens. Et j'aimerais souligner que même si vous avez, disons, 4 jours de votation par année avec, disons, 3 ou 4 votations chaque fois, ça vous fait entre 12 et 16 votations par année. Et au bout de 10 ans, on est en train de parler entre 120 et 160 votations. Donc, vous voyez qu'au bout de 10 ans, vous commencez à avoir suffisamment de votations, même si chacune est sur un point précis, vous aurez eu suffisamment de votations pour remodeler la constitution initiale. Donc, c'est tout à fait possible par cette voie-là de modifier la constitution de la Ve République sans avoir une assemblée constituante. On dira qu'une assemblée constituante pourra faire quelque chose de plus joli. Là, c'est un peu du rafistolage. Si je prends quelque chose d'existant, au lieu de faire quelque chose de complètement neuf, je prends quelque chose d'existant et je modifie point après point. C'est un peu du rafistolage, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'une constitution n'est pas un poème. Il ne faut pas se laisser égarer par des préoccupations esthétiques.
c'est pas un poème, c'est un instrument pour le peuple, pour délimiter le pouvoir de ses représentants. Si c'est un peu chenille, c'est pas bien grave. Ce qui est surtout important, c'est que ça corresponde à ce que veut le peuple, et il ne faut pas, pour des questions, pour des préoccupations esthétiques, choisir une procédure qui fait que ça risque de moins correspondre à la volonté populaire. Alors, je serais très curieux de savoir ce que vous pensez de cette proposition, et donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ci-dessous. Voilà, ça c'était mes réflexions par rapport au chapitre de ce livre d'Étienne Chouard, Notre cause commune, par rapport au chapitre consacré à la Constituante. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.